Ici, podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici Podcast. Aujourd'hui, un invité très spécial. Je suis avec Pierre-Louis, un collectionneur Pokémon. Son pseudo, c'est P-Price. Comment ça va, P-Price? Bonjour tout le monde. Écoute, ça va très bien. Merci Stéphane de m'avoir sur le podcast aujourd'hui. Alors toi, tu es collectionneur Pokémon. Qu'est-ce que tu peux nous dire globalement sur ton parcours rapidement et après nous présenter un petit peu l'univers de Pokémon? Pokémon, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses, à vrai dire. Moi, j'ai été piqué par l'univers des jeux vidéo, comme beaucoup, je pense. Et en fait, c'est un monde qui est extrêmement diversifié. Donc, ça va du jeu vidéo jusqu'au jeu de cartes. Et moi, j'ai commencé à collectionner il y a 6 ans à cause ou grâce à la nostalgie des jeux vidéo, justement. Et j'ai remis la tête dans mes cartes que j'avais quand j'étais jeune. Et depuis, j'ai pas arrêté. Et c'est vrai que c'est un univers vraiment, vraiment passionnant. Pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai commencé quand j'étais encore en études. Et aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, gros collectionneur. Gros collectionneur. La collectionnite aiguë, pour moi, en tout cas de mon côté. Okay. J'ai accumulé de plus en plus de cartes, d'extensions. Donc, les séries dans lesquelles se trouvent les fameuses cartes. Et puis, de fil en aiguille, la collection a fait que, effectivement, je suis passé professionnel, voilà. Collectionneur professionnel, donc ça veut dire que tu as en ta possession de très belles cartes, je suppose. C'est quoi à peu près tes cartes préférées? Je sais que tu m'as parlé notamment de nostalgie. Est-ce que c'est les cartes qui sont sorties quand tu étais enfant ou tu restes toujours attaché aux nouvelles cartes qui apparaissent tous les mois quasiment? Écoute, c'est une super question. En vrai de vrai, on va dire que j'apprécie tout ce qui est ancien. Plutôt, ça va être donc des cartes des années 2000, tout début des années 2000, donc de 99 jusqu'à 2004. Cette période de temps qui, effectivement, pour moi, rappelle énormément de souvenirs. Quand on était plus jeune, quand on allait au tabac ou alors chez Jouet Club ou n'importe où pour trouver des boosters et les acheter, ou en grande surface, voilà, pour citer un petit peu tout le monde. Après, aujourd'hui, il faut savoir que Pokémon, la licence, a fêté ses 25 ans l'année dernière et elle continue de fasciner petits et grands depuis 26 ans. Donc, il y a sans arrêt des nouvelles extensions, sans arrêt des nouveaux jeux qui créent après derrière des nouveaux Pokémon, donc des nouvelles cartes à collectionner. Donc, je collectionne ce qui est très ancien personnellement et puis également pour le côté professionnel, ce qui est plus récent. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment une licence comme Pokémon elle arrive à perdurer pendant 25 ans et toujours plaire aussi bien aux anciennes générations qu'aux nouvelles? Ce qui est assez fou dans Pokémon, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que c'est un univers qui est hyper souple et qui prend un petit peu différents aspects. Le premier, c'est l'aspect animal, qui est un petit peu le reflet de l'animal de compagnie imaginaire, de l'animal de compagnie, d'un personnage imaginaire qui parle à toutes les générations. Donc ça, c'est vraiment un principe de base. Et l'univers qui est également mixte, donc hommes et femmes, et qui fait que tout le monde, n'importe qui dans la population peut s'identifier, peut trouver une héroïne, un héros, un Pokémon qu'il apprécie plus particulièrement, et ça va devenir vraiment son ami imaginaire, et les gens se les approprient à tel point qu'aujourd'hui, certaines personnes vont apprécier plus un Pokémon en particulier, vont le collectionner ou vont vouloir l'obtenir dans les jeux vidéo, des Pokémon en particulier. Donc ça stimule énormément l'imaginaire. Ça, c'est une première chose. Ça rappelle au réel, donc ça rappelle aux insectes, aux animaux, voilà. Et c'est un petit peu un univers fantastique, donc avec des pouvoirs, avec des choses qui parlent vraiment beaucoup. Et comme c'est pas du tout genré, ça parle autant aux garçons qu'aux filles. C'est quelque chose qui marche tout le temps. Et aujourd'hui, c'est une des licences les plus solides qui continue à créer du contenu depuis maintenant 26 ans, voilà, et des brouettes. Et donc, en fait, chaque génération, avec leur marketing qui est extrêmement puissant, chaque génération se fait vraiment happer, se fait attraper, comme nous qui devons tous les attraper. Tout le monde se fait avoir, tous les jeunes aujourd'hui sont pris dans la Pokémania. Exactement, sont pris dans la Pokémania. Justement, tu as parlé de cette capacité à se réinventer. Est-ce que tu penses qu'une des grandes forces de Pokémon, c'est d'avoir quasiment tous les 2 ans, 3 ans, introduit de nouveaux Pokémon
pour aussi bien garder les anciens en leur donnant de nouveaux Pokémon à attraper et surtout proposer des nouveautés pour les nouvelles générations. Parce qu'en fait, il y a encore aujourd'hui une folie Pokémon qui, on pensait qu'il allait rester que à travers le confinement, mais qui continue d'exploser, où on voit tout le temps des enfants avec des cartes Pokémon, des objets Pokémon, et la licence continue de prospérer de manière assez exponentielle. Ah ouais, tout à fait. Franchement, c'est incroyable. Qui aurait cru que encore aussi longtemps après, ça parlerait aux jeunes générations. C'est ça qui est fou et de plus en plus, ce qui se passe, c'est que il y a un effet intergénérationnel aussi, avec des parents qui partagent avec leurs enfants cette même passion. Et le côté nouveauté, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça apporte vraiment quelque chose de frais. Il y a énormément de fraîcheur et les personnages sont là aussi avec tout support, donc support de communication utilisé par Pokémon. Personne ne peut y échapper, que ce soit à la télévision, que ce soit à travers les jeux vidéo, que ce soit à travers le branding, les marketing, avec des collaborations entre marques, avec des peluches, voilà, c'est un univers extrêmement étendu, personne ne peut y échapper. Et ça, franchement, je pense que ça fait vraiment, vraiment partie de leur grande force. Ils se reposent jamais sur leurs acquis. Et le fait qu'il y ait tout le temps des nouveautés qui sortent, que chaque année ils se réinventent, qu'ils créent un nouveau jeu, des nouveaux personnages, ça fait que le succès ne se tarit pas, quoi. Je pense qu'ils étudient vraiment beaucoup la sociologie, comment les gens se comportent, quelles sont les modes actuels, etc., etc. Et ils prennent des univers qui sont hyper spécifiques. Et je pense que c'est vraiment jamais un hasard. Là, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt un monde un petit peu tropical avec Scarlet et Violet. Ouais, les nouveaux jeux qui sont sortis, Pokémon Écarlate et Violet, qui est, je crois, que c'est la 9e génération de Pokémon, donc ils continuent d'arriver en permanence. Moi, je voulais juste savoir à propos des cartes, comment ça se passe en fait. Par exemple, là, il y a un nouveau jeu. Est-ce que quand il y a un nouveau jeu, il y aura forcément des nouvelles cartes, puisque les Pokémon ils viennent d'apparaître, on peut pas les retrouver dans les anciennes éditions? Exactement. Ouais, c'est ça. Donc au niveau des cartes, à chaque nouvelle extension, eh bien, il y a des rajouts, donc des nouveaux Pokémon, des nouvelles extensions, et à chaque nouveau univers, à chaque nouvelle génération qui sort, eh bien, la génération qui précédait reste figée dans le marbre, reste telle qu'elle était, et on passe à un nouveau jeu, donc qui lui va rapporter son lot de nouveaux Pokémon. Dans la carte à jouer, ça se traduit par des nouvelles extensions, une nouvelle dénomination. Un nouveau paquet de cartes, c'est ça, une nouvelle bannière, un nouveau titre. Exactement. Et ce qui va se passer, c'est que, eh bien, à partir d'aujourd'hui, les nouvelles cartes qu'on va trouver dans les supermarchés et ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, elles vont s'appeler Écarlate et Violette, nouvelles extensions de la série Écarlate et Violette. Donc avant c'était épée et bouclier, etc. Et plus on recule et plus on arrive aux origines de Pokémon. Là où c'est ton domaine d'expertise. Est-ce que les cartes elles ont à peu près toutes les mêmes valeurs? Est-ce qu'il y a des sorties d'extensions qui vont être plus importantes? Comment pour un parent on peut entre guillemets orienter son enfant pour qu'il ait les plus belles cartes possibles? Bah, alors pour un parent, c'est vraiment pas facile, je pense, quand on n'est pas du tout dans ce monde-là, ou quand on l'a pas connu étant jeune soi-même. En fait, ce qu'il faut faire, c'est avant tout écouter, ça c'est dur à dire, mais écouter son enfant, parce que pour une fois, c'est l'enfant qui saura plus comment aiguiller ses parents, pour une fois, hein, c'est quand même quelque chose. C'est l'enfant qui saura quoi choisir, quelle carte acheter. Et pour un parent, il faudra essayer de rester entre guillemets maître de son budget, de ne pas craquer, de pas tout acheter non plus, mais en tout cas d'avoir les objets qui sont réels et pas des objets qui sont des faux, parce que malheureusement dans Pokémon il y a énormément de contrefaçons qui circulent. Donc voilà, il faut plutôt essayer de s'orienter vers des choses qui sont en grande surface ou autre, même si ça sera un petit peu plus cher que les faux. Il faut faire confiance à son enfant qui saura quoi acheter. Et derrière, en tant que parent, il faudra apprendre des valeurs un petit peu plus fondamentales à son enfant, qui sont de prendre soin des choses qu'il va obtenir. Donc c'est un sacrifice que d'acheter des cartes Pokémon, parce que mine de rien ça coûte cher, surtout quand elles sont encore une fois quand elles sont réelles, quand ce ne sont pas des fausses. Donc ça coûte toujours un petit peu cher. Donc c'est au papa, à la maman, à n'importe qui, aux proches de sensibiliser l'enfant sur la valeur des choses, la protection, prendre soin des objets et vraiment mettre son enfant dans les meilleures
conditions pour qu'ils puissent les garder et les conserver de la meilleure façon. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les cartes s'abîment très rapidement, surtout dans les mains d'enfants qui vont jouer avec. Donc là, par contre, ça va passer par des classeurs, des portfolios, des choses dans lesquelles l'enfant va pouvoir glisser ses cartes pour les conserver et les protéger précieusement. Donc, ce serait surtout ça. Ouais, je sais que toi, tu parles de l'aspect protection parce que c'est le meilleur moyen de tirer du profit de cette carte. C'est pas pour non plus lancer le débat sur la spéculation. Mais il y a un point que tu as dit, c'est que c'est vrai que moi, je vois des enfants à l'école ou des parents qui vont venir me voir en disant voilà, mon fils, on lui a échangé des fausses cartes. Et c'est vrai que même si je trouve les enfants quand même très aguerris sur le marché de Pokémon, ils savent faire la différence entre une carte qui n'a pas de valeur d'une carte qui a de la valeur. Parfois, il y a ce petit souci où ils vont échanger des cartes avec leurs copains et se retrouver avec des fausses cartes. Donc, c'est important aussi que tu dises de faire attention. Et surtout, toi, tu as parlé de protection pour cette préservation. Si votre enfant, bien sûr, il veut juste jouer avec ses cartes pour jouer avec ses cartes, il fait ce qu'il veut. Mais comme toi, tu vends des cartes de très haute valeur, toi, tu m'as dit que le plus important, c'est l'état, c'est ça ? Voilà, alors il y a cet aspect-là, en fait, c'est dans le sens, si on est un parent, comment orienter aussi son enfant pour l'achat des cartes. C'est vrai qu'il y a ce côté protection qui est important parce que malheureusement, si on n'arrive pas à conserver ces cartes dans un très bon état, et ben l'achat de départ un petit peu perd de sa valeur. Donc c'est surtout ça. Et Pokémon, ce qui est intéressant avec Pokémon, c'est ça, c'est que il y a la possibilité de transmettre certaines valeurs à son enfant à travers la valeur des objets, prendre soin des choses. Après derrière, c'est sûr que demain, si un enfant veut jouer avec ses cartes, il pourra tout à fait le faire. C'est normal aussi. Comment tu fais toi, par exemple, pour protéger tes cartes ? Il y a des pochettes, voilà, de protection, hein. En fait, les cartes se retrouvent dans des petits paquets quand on les achète auprès d'un distributeur de cartes Pokémon. Donc ça, c'est le paquet de cartes. C'est le paquet de cartes dans lequel on va trouver les fameuses cartes qui nous intéressent tant. Et ensuite, une fois que votre enfant ou vous-même, hein, d'ailleurs, vous ouvrez les cartes pour vous faire plaisir, celles qui ont le plus de valeur, en général, c'est celles qui brillent le plus. Voilà, donc plus la carte va briller, va avoir un aspect vraiment précieux, entre guillemets, ça sera le bon moment pour acheter des petites protections, des pochettes qui vont épouser la forme de la carte et qui vont la protéger des dommages extérieurs. Juste par rapport à cette côté précieux de la carte, ces cartes brillantes, on n'est pas sûr d'avoir une carte brillante à chaque paquet, donc il y a un aspect un petit peu loterie. Et voilà, c'est ça. D'où l'importance quand même, voilà, de prendre soin de ces objets-là, parce que c'est rare. Il crée un phénomène de rareté à travers cet effet un petit peu de hasard. Lorsqu'on achète un paquet, on n'est pas sûr d'avoir des cartes qui auront beaucoup de valeur parce qu'il y a effectivement un aspect vraiment hasard à prendre en compte. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui sont assez intéressantes pour Pokémon et qui, je pense aussi, va rejoindre l'univers des cartes à jouer en général. Bien sûr, parce que c'est vrai on est resté bloqué sur Pokémon, entre guillemets, mais je pense que pour Magic et Yu-Gi-Oh, il y a aussi ce côté préparation, la garder dans sa pochette individuelle, la mettre dans le classeur, garder son état le plus parfait possible pour faire des échanges, pour faire de la revente. Moi, il y a juste un point que je veux aborder, parce qu'il y a une carte, un Dracofeu 25 ans, donc quand on a parlé de la réédition, le Dracofeu, il est dans un boîtier avec une note. Ça, c'est ce qu'on appelle la gradation des cartes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, expliquer le phénomène aux gens qui ne connaîtraient pas du tout ? Est-ce que c'est de la protection ? Et est-ce que c'est un service ? Si tu peux nous mettre quelques informations dessus. Ce Dracofeu 25 ans, qui lui est dans une pochette beaucoup plus rigide, plus imposante, et effectivement avec une étiquette au-dessus de la carte, qui va donner une information sur son état. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, c'est la gradation. Donc il y a des entreprises aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui vont être mandatées, en tout cas des personnes vont leur envoyer leurs cartes pour que derrière, elles les expertisent, leur donnent une note indépendante sur la conservation globale de la carte, et ensuite elles vont vous renvoyer la carte
avec cette expertise et l'étiquette sur le boîtier qui va montrer que la carte est dans un état en particulier. Donc l'échelle de conservation d'une carte va de 1 sur 10, donc une carte qui est vraiment en extrêmement mauvais état, jusqu'à 10 sur 10, donc une carte dans un état virtuellement parfait. Ça va protéger votre carte et la figer dans un état et dans le temps. Donc ça permet derrière justement soit la protection pour la collection, soit l'exposition comme ça dans des environnements type galerie ou alors musée, et ça va également permettre de faciliter les échanges et la vente ou les achats entre collectionneurs. Donc c'est un aspect vraiment multi-usage, la gradation. Après, pas tout le monde apprécie le fait de se séparer de ses cartes pendant un petit temps, de les laisser entre les mains d'experts pour qu'ils statuent sur l'état de leur propre carte. Souvent, il y a aussi cet aspect affectif dans nos cartes qu'on aime tant, et c'est forcément pas toujours évident de les laisser s'en aller pour les recevoir quelques temps après, parce qu'on sait pas exactement comment est-ce que ça se passe. Mais chacun a son propre avis sur la question. C'est super intéressant, et j'avoue que aujourd'hui c'est un aspect qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça c'est clair, c'est important d'en parler. T'as dit que ils allaient donner une note aux cartes. Comment ça se passe exactement, cette note? Qu'est-ce qu'ils regardent en fait dans la carte? Quand n'importe qui achète une carte, même une carte d'un jeu classique de 54 cartes, comme un jeu de cartes à jouer, un jeu de cartes à jouer, ou alors un jeu de tarot, n'importe quel jeu de cartes, lorsqu'il sort de l'usine, de la fabrication, de son packaging, vous pouvez remarquer cette odeur, vraiment, la carte elle vient d'être fabriquée, elle vient d'être usinée, elle est complètement neuve, elle a pas d'aspérité, ou en tout cas elle ne devrait pas avoir d'aspérité, pas de défaut, les coins, les angles, tout doit être vraiment neuf. Enfin vraiment c'est la sensation. Pas de traces d'usure. Pas de traces d'usure lorsqu'on ouvre son paquet de cartes neuf. Et donc c'est exactement la même chose pour les cartes à jouer et à échanger comme Pokémon. La carte, lorsqu'on l'ouvre de son petit paquet, elle est complètement neuve. Et donc en fait, ces entreprises-là, elles vont prendre cet état-là sorti d'usine pour référence, et elles vont tout doucement enlever une note pour chaque défaut, pour chaque aspérité, pour chaque usure, pour chaque rayure qu'elle va trouver sur la carte, qui normalement, lorsqu'elle est sortie d'usine, ne devrait pas posséder. Donc en fait, elles vont regarder la carte avec une lumière extrêmement puissante pour faire ressortir les rayures dont on a parlé à l'instant, pour également faire ressortir les potentiels enfoncements, marques, chocs, et regarder derrière et de face, que ce soit au niveau des coins et des angles, les marques et les traces d'usure qui peuvent se manifester de différentes façons. Donc elles vont vraiment regarder ça, et au regard de l'état global de la carte, elles vont lui donner une note par rapport à ce référentiel, le référentiel de l'état complètement neuf, une carte parfaite. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Ça demande un matériel un petit peu pointu, mais tout le monde peut le faire chez soi pour s'initier à l'expertise avec un flash de téléphone mis au maximum, une loupe, et puis regarder devant, derrière. Il y a 4 points importants: les coins, les côtés, la surface, qui est quand même un des aspects les plus importants, et le centrage, parce que la carte peut également, lorsqu'elle est fabriquée, elle peut être mal coupée, mal centrée. Donc il y a ces 4 aspects-là qui sont très importants, et à la moyenne de tout ça, les entreprises de gradation définissent une note. D'accord. Et donc toi, tu t'orientes beaucoup vers ça, ou tu gardes quand même des cartes dans des petits classeurs? Moi, j'aime bien avoir des cartes gardées pour garder et savoir qu'elles seront protégées à vie. Donc ça, c'est quand même un aspect que je trouve intéressant, surtout quand on collectionne. On a des cartes un petit peu précieuses, on veut un petit peu bien les protéger, les mettre en valeur, et puis les protéger surtout des agressions extérieures, parce que l'humidité, la luminosité, la poussière, etc. Donc les protéger un petit peu de ça, c'est toujours appréciable. Et j'ai aussi des cartes en classeur. Mais des cartes que je mets dans des classeurs un petit peu particuliers, des classeurs avec une tirette, pour bien les fermer, et pour ce côté protection vis-à-vis des agressions extérieures. Donc je fais les deux, et puis je pense qu'il y a du bon dans les deux, vraiment. Il y a du bon dans les deux. Il faut se faire plaisir, il faut avoir son classeur, ou en tout cas son portfolio,
pour feuilleter ces jolies cartes et les apprécier, parce que on n'en a pas encore parlé, mais voilà, chaque carte est illustrée par un dessinateur professionnel. Exactement. Et chaque carte a son charme. Voilà, donc regarder, feuilleter, prendre du plaisir. Et puis, pour vraiment les très très belles pièces de collection, effectivement, ça vaut toujours la peine de les protéger dans une entreprise de gradation. Voilà. Et donc toi, tu es un fervent défenseur de Pokémon, c'est quelque chose qui te plaît énormément. Comment tu vois un petit peu l'avenir des cartes Pokémon et de Pokémon en général ? Je pense franchement, de par les initiatives comme la tienne, je pense que tout le monde vraiment se rend compte du pouvoir de cet univers-là, qui est le jeu en général et plus particulièrement Pokémon. Tout le monde se rend compte de l'attachement des gens de l'impact aussi. De l'impact aussi sur la vie des gens. Voilà, la culture, l'impact sur la culture en général. Des jeux et de Pokémon, et je pense qu'honnêtement aujourd'hui c'est un des domaines dans lesquels il y a le plus de choses à faire, à inventer, à préparer, et je vois vraiment un très bel avenir avec des initiatives comme ça, des musées, un réel partage, une réelle mise en valeur du travail des artistes, Bien sûr. des personnes qui illustrent les cartes, du travail tout simplement de Pokémon, de la création, des personnages, des Pokémon, etc. Et vraiment, aujourd'hui, on est sur un chemin qui est extrêmement positif, je trouve, avec plein d'initiatives, plein de projets qui naissent autour de cet univers-là, l'univers en lui-même qui continue d'évoluer, qui continue de grandir, et des jeunes générations qui sont toujours autant à fond dans la Pokémania. Vraiment, j'en témoigne parce que je connais des personnes, on commence à se faire vieux, donc je connais des personnes qui sont instituteurs ou autres, et donc c'est toujours la folie dans la cour de récréation. Ouais. Ça va bouger, ça. Depuis qu'on est petit, Pokémon, c'est toujours là, c'est quand même fou. C'est un truc de fou. Ça me fait en fait, ça fait penser un petit peu à notre Mickey Mouse à nous, ce Pikachu. C'est ça. Dans le sens où tu as les parents qui vont aussi initier leurs enfants à Pokémon, comme tu l'as bien dit. Et je pense dès le moment où il y a ce gap générationnel qui est en train de se faire de la part des fans, ça, c'est un avenir qui est extrêmement radieux. En tout cas, Pierre-Louis Price, merci beaucoup pour toutes ces informations sur la collection Pokémon. Moi, j'espère que Pokémon, ça va continuer. Est-ce que toi, il y a des cartes que tu attends bientôt là ? Écoute, les nouvelles extensions, j'espère qu'elles vont bientôt arriver. Je pense que ça, ce sera vraiment, vraiment sympa. Pour le coup, il y a des nouveaux Pokémon, il y a des nouveautés, je leur fais confiance, je pense qu'ils vont faire de très belles choses comme ils l'ont toujours fait, et je vais continuer aussi à me faire plaisir sur des extensions un petit peu plus anciennes qui sont sympas, qu'on a hâte de terminer, de collectionner, de dénicher aussi cet aspect-là, de tous les attraper, donc c'est vraiment sympa. Et pour les dernières extensions là, je pense qu'ils ont fait des trucs sympas. Il y a vraiment des nouveaux Pokémon mignons, et ça va bien rendre, je pense, sur les cartes là. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation pour Ici Podcast. Price, je te souhaite une très bonne journée, et vous, chers auditeurs, on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.